En 2011, Microsoft dégaine le plus gros chèque de son histoire, 8,5 milliards de dollars pour racheter un outil qui a déjà conquis le monde. Skype. À l'époque, c'est le leader incontesté de l'appel vidéo, autant chez les professionnels que le commun des mortels. 530 millions d'utilisateurs, un nom devenu un verbe, un réflexe, un standard. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce rachat, c'est aussi le plus gros gâchis de l'histoire de Microsoft. Car 14 ans plus tard, Skype va s'éteindre. Microsoft vient d'annoncer sa fermeture définitive pour mai 2025. Alors, comment une appli adorée par le monde entier a-t-elle pu être détruite de l'intérieur? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce nouvel épisode de Blueprint. 2003, Skype débarque et bouleverse les règles du jeu. À une époque où appeler à l'international coûte une fortune, Skype rend ses communications gratuites. Sa recette magique? Le peer-to-peer, la même techno que Napster ou Kazaa, mais utilisée pour les appels. Pas de serveur central, pas de coût énorme, juste une connexion directe entre deux utilisateurs. Et grâce à ça, Skype cartonne. Ils ont une interface simple, une app légère et surtout, ça fonctionne. En 2010, Skype atteint les 530 millions d'utilisateurs. À titre de comparaison, Facebook a été lancé en 2004 et comptait 608 millions d'utilisateurs actifs dans le monde en 2010. D'ailleurs, à cette époque, on arrête même de dire « appelle-moi » mais plutôt « Skype-moi » et l'app devient un véritable phénomène culturel. L'app est absolument partout, dans les foyers, dans les entreprises, chez les enfants. Je me rappelle encore de mes premières games de LoL avec mes potes en 2011 tout en s'appelant sur Skype. Bref, à ce niveau-là, c'est même plus une app, c'est une véritable révolution. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'avant Microsoft, Skype est déjà passé entre plusieurs mains. La plateforme eBay l'a déjà racheté en 2005 pour 2,7 milliards de dollars. Puis le revend à Silver Lake, un fonds d'investissement américain spécialisé dans les entreprises technologiques en 2009. Et 2 ans plus tard, soit en 2011, Microsoft met 8,5 milliards sur la table, c'est leur plus grosse acquisition de l'époque. Leur plan, il se résume en 3 points. Premièrement, concurrencer Apple et Google dans la communication, puis rapidement l'intégrer dans l'écosystème Windows pour faire de lui l'outil numéro 1 de communication business, mais rapidement tout part en vrille. On pourrait s'attendre à des problèmes venus de l'extérieur, sauf que comme très souvent dans le business, les problèmes, eux, ils viennent de l'intérieur. Dès 2012, Microsoft commence à repositionner Skype comme un outil professionnel, notamment en préparant son intégration avec Office et Lync, qui deviendra plus tard Microsoft Teams. Microsoft voit donc Skype comme un outil business, mais les utilisateurs, eux, l'adorent pour autre chose. C'est simple, c'est cool, c'est humain. Et voulant le professionnaliser à tout prix, ils vont finir par lui enlever son âme. Mais c'est loin de s'arrêter là. En octobre 2013, Microsoft annonce l'un de ses plus gros flops, Windows 8.1. Et en plus d'être détesté par les utilisateurs, ça va être encore pire pour Skype. Car avec la sortie de cette mise à jour Windows, Microsoft intègre Skype nativement dans le système d'exploitation. Et c'est à ce moment précis que l'interface devient plus lourde, le design se complexifie et les performances commencent à chuter selon de nombreux retours utilisateurs. Mais plutôt que de s'arrêter là, ils ont eu la bonne idée d'enterrer le peer-to-peer. Tu sais, c'est l'atout qui faisait justement de Skype le meilleur outil de l'époque. Le hic, c'est qu'avec l'explosion du mobile, ça devient un problème. Et quand tout le monde commence à utiliser des smartphones, 2 soucis majeurs apparaissent. Déjà, les téléphones changent tout le temps de réseau. Tu passes du Wi-Fi à la 4G sans arrêt, tu entres dans un tunnel, tu captes mal, ton réseau saute et le peer-to-peer n'aime pas ça, car il a besoin d'une connexion stable et directe entre les deux personnes. Et deuxièmement, les smartphones doivent économiser leur batterie. Le peer-to-peer exige que ton téléphone reste actif pour pouvoir attendre les appels comme un serveur, résultat ta batterie fond comme neige au soleil. Ce qui était un avantage pour les PC devient donc un handicap sur mobile. Microsoft décide donc de migrer Skype vers le cloud entre 2013 et 2017, mais l'exécution est catastrophique. Il y a des bugs, il y a des problèmes de confidentialité et les appels sont de mauvaise qualité. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Skype se cherche, Microsoft lance un nouveau produit, Microsoft Teams, un outil pensé pour les pros. Microsoft finit donc par cannibaliser Skype avec son propre produit et brouille totalement le message. Mais peut-être qu'un événement va enfin leur permettre de sortir la tête de l'eau. On est en 2020, tu te rappelles forcément de cette année. Nous sommes en guerre. C'est celle du Covid et surtout de l'explosion des visios. C'est le moment parfait pour faire vivre à Skype un grand retour, 17 ans à dominer le game malgré une baisse de qualité, mais au moment de briller, Microsoft a réussi à se faire voler la vedette par un parfait inconnu. Holy shit. Daniel. Oh You got my that for us? Daniel. Daniel on his cell. Call Daniel on his cell. You have a filter turned on. I'm not a cat.
Et c'est une véritable explosion. De 10 à 300 millions d'utilisateurs en 3 mois, une interface simple, une connexion instantanée sans compte et des appels jusqu'à 1000 personnes. Et ça ne s'arrête pas là pour Microsoft, car dans l'ombre, un autre concurrent grignote lui aussi du terrain. Discord, pensez lui pour les gamers, devient un espace de communauté ultra fluide pour les utilisateurs non professionnels. Pas besoin de s'appeler, t'as directement ton propre serveur où tu peux y retrouver tes potes tous les soirs, c'est comme Skype mais en 100 fois mieux. Là où Skype est devenu lent, instable et impersonnel, Discord est réactif, fun et communautaire. Les jeunes fuient Skype et ne reviendront jamais, et je suis le meilleur exemple pour ça. Je me rappelle encore de la première soirée où j'ai démarré Discord parce qu'après ça, j'ai plus jamais relancé Skype. Conclusion, Microsoft n'a plus rien à se mettre sous la dent. Les écoles et le B2B, eux, utilisent Zoom, quand les particuliers préfèrent passer par Discord. Pour Zoom, c'est donc 290 millions de nouveaux utilisateurs en 3 mois en 2020, alors que pour Skype, c'est 264 millions qui s'évaporent la même année. En 2023, il ne leur reste plus que 36 millions d'utilisateurs, avec sûrement beaucoup de fantômes, quand en 2025, ils annoncent la fermeture définitive. Fin de l'histoire, 8,5 milliards d'investis pour un produit qu'ils finissent par tuer eux-mêmes, mais il y a quand même 5 leçons à retenir de cette aventure et je vais te les expliquer en moins d'1 minute. Ne répare pas ce qui fonctionne. Skype avait trouvé lui-même son public alors que Microsoft a voulu le transformer. En 2, connais ton audience. Les utilisateurs voulaient appeler leurs proches, ils voulaient pas faire des meetings professionnels. En 3e, le positionnement c'est la clé. Ce n'est pas les fonctionnalités qui font un produit, c'est ce que les gens pensent en comprendre de ce produit. En 4, s'adapter c'est bien, mais pas n'importe comment. Tuer le peer-to-peer, c'était logique, mais mal exécuté, ça leur a été fatal. Et en 5e, l'innovation ne suffit pas si tu ne crées pas une expérience qui soit fluide. Zoom et Discord n'ont rien inventé. Ils ont juste fait mieux, plus simple, plus rapide. Skype pour Microsoft, c'est donc 8,5 milliards de dollars partis en fumée et 14 ans de déclin, avec en prime une leçon gravée dans le marbre. Ce n'est pas le produit qui compte, c'est la façon dont il est perçu. Quand on ne comprend pas son audience, quand on ne respecte pas l'ADN de ce que l'on rachète et quand on force un repositionnement qui ne fait aucun sens, on peut détruire le meilleur des produits.